Bonjour, vous aviez fait 0,92% et on se souvient de vous comme le candidat du Frexit, le Brexit à la française. Alors c'est toujours votre leitmotiv. Pourtant, François Asselineau, on a l'impression qu'il n'y a pas de demande dans l'opinion, même après le Brexit. Vous l'expliquez comment? Je l'explique d'abord parce qu'il n'y a pas de débat. Et justement, si je suis candidat de nouveau, c'est parce que je voudrais que le débat puisse avoir lieu sur les chaînes de télévision et de radio. C'est un débat absolument fondamental. Et notez bien que tous les autres candidats dont on parle refusent tous de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Moi, je propose d'en sortir. Je ne propose pas que ça. Et pourquoi je le propose? Je le propose pour rendre aux Français et au gouvernement les marges de manœuvre à la fois juridiques et budgétaires dont ils ont besoin et pour répondre aux soucis des Français. Parce que quand les Français veulent, par exemple, lutter contre les délocalisations, lutter contre la privatisation des services publics, lutter contre l'immigration incontrôlée, lutter pour avoir un hôpital public qui soit digne de ce nom, etc., en réalité, ce que j'explique, c'est qu'à chaque fois se cachent derrière des directives venues de la Commission européenne de Bruxelles ou venues de la Banque centrale européenne de Francfort. Donc c'est extrêmement important. Et là, je me permets de lancer un appel solennel aux maires, puisque je suis à peu près à mi-chemin du nombre de parrainages nécessaires. Combien en avez-vous précisément? J'en ai 217 qui sont validés. J'ai des centaines de promesses supplémentaires. Mais les maires, comme vous le savez, sont en fait sujets à beaucoup de pressions, des pressions qui sont d'ailleurs tout à fait scandaleuses, venant du président de tel conseil régional ou de tel conseil départemental, ou bien ils ont simplement peur du candidaton parce que pour militer pour le Brexit ou le Frexit, ça paraît parfois un peu étonnant. Donc les maires sont assez pusillanimes sur cette question. Et là, je lance vraiment un appel solennel. Si d'aventure je n'étais pas candidat, ce sujet absolument fondamental que l'on trouve d'ailleurs en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, au Royaume-Uni. Vous ne pas sortir de l'Union européenne, la Pologne et l'Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban, pour la première fois il y a quelques jours, a évoqué la sortie de l'Union européenne. Donc c'est un sujet qui doit être traité par les Français et que l'on puisse expliquer sereinement aux Français que c'est ce qui permettra de redonner de la marge de manœuvre. Vous avez raison, il n'y a plus de débat, puisque même Marine Le Pen, par exemple, qui il y a 5 ans prônait une sortie de l'euro, est revenue sur cet objectif-là en parlant maintenant d'Europe des nations. Juste sur le Brexit, puisque vous dites qu'il n'y a maintenant, plus de débat, mais il y a un débat. Alors juste sur le Brexit, puisque maintenant on a le recul suffisant pour voir les effets sur nos voisins outre-Manche. Il y a quand même eu un effondrement des exportations vers l'Union européenne. Il y a une inflation aujourd'hui à 5,5%. Ça sonne pas une petite alarme dans votre tête? Ah non, pas du tout, parce que vous retenez certains éléments à charge, comme on pourrait dire. L'inflation est supérieure en Allemagne. Donc déjà, c'est un premier point. Deuxièmement, le taux de chômage au Royaume-Uni est de 4,5%. On est quasiment au plein emploi, alors qu'en France, il est de l'ordre de 8 à 9%. Oui, on ne part pas du même niveau. Non, attendez, c'est quand même très important. Par ailleurs, le Royaume-Uni, la place financière de Londres, on nous avait expliqué que des centaines de milliers de personnes allaient s'enfuir du Royaume-Uni, que ça allait être l'apocalypse. La place financière de Londres reste la première place financière d'Europe. Et s'il y a des problèmes migratoires, c'est plutôt des immigrés qui veulent aller au Royaume-Uni que l'inverse. Ça, c'était déjà le cas avant. Comment? C'était déjà le cas avant. Oui, d'accord, mais attendez, on nous avait expliqué que ça allait être une catastrophe. On nous avait expliqué que le Royaume-Uni serait isolé du monde. Boris Johnson, c'est un grand leader. Attendez, en réalité... C'est qu'il est en très mauvaise posture. Non mais attendez, ne confondons pas un Premier ministre conjoncturel avec un choix structurel qui a été fait par les Britanniques. Ce que je veux dire, c'est qu'en matière de diplomatie internationale, les Britanniques ont renoué des relations avec les pays du Commonwealth. Ils nous l'ont fait à l'envers, si j'ose dire, avec l'Australie. Vous avez vu, avec les États-Unis et l'Australie, ils nous ont fait perdre le marché des sous-marins australiens. Et d'ailleurs, les pays d'Europe n'ont pas levé le petit doigt pour soutenir la France. Vous l'avez dit, vous voulez aussi sortir de l'OTAN. C'est intéressant parce qu'il y a évidemment un débat important en ce moment sur l'OTAN avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Les bombardements, semble-t-il, sont en train de reprendre dans l'est de l'Europe. Emmanuel Macron était à Moscou la semaine dernière. Il n'a pas réglé le problème, Emmanuel Macron, d'après vous? Ah non, vous plaisantez. Non, c'est une question que je vous pose. Non, mais M. Macron a été traité d'une façon extraordinairement humiliante. Vous savez, lorsque les maires décident de parrainer un candidat, ils devraient s'intéresser au curriculum vitae des candidats qui se présentent. Il se trouve que moi, j'ai pendant 4 années été dans des cabinets ministériels. Et j'ai accompagné, sous la cohabitation, François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, Édouard Balladur en Arabie Saoudite et Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Alors, sur l'Ukraine. Non, mais attendez, je me permets donc de dire que les Français devraient se poser la question, et les maires au premier chef, est-ce que je dois donner mon parrainage à quelqu'un qui sera capable
de parler en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, avec le président Xi Jinping, avec le président Biden. C'est quand même la première chose à faire, puisque le président de la République, il n'est pas ministre de la Santé, il n'est pas ministre de l'Environnement, il est le président de la République et sa fonction, fixée par la Constitution, c'est d'être le garant de l'indépendance nationale, c'est écrit dans la Constitution, le garant de l'indépendance nationale... Et vous ne me dites toujours pas ce que vous auriez fait sur l'Ukraine. Je vais y venir. Le garant de l'indépendance nationale, le garant de l'intégrité territoriale et le garant du respect des traités. Sur l'Ukraine, nous sommes entraînés, et beaucoup de Français pensent comme moi, nous sommes entraînés dans un risque de conflit très grave avec la première ou deuxième puissance militaire mondiale. La Russie, sur certains éléments, comme par exemple les missiles antimissiles, a 10 ans ou 15 ans d'avance sur les États-Unis. Nous risquons d'être entraînés vers un conflit qui n'est pas le nôtre. Voilà. Ce que veut, si j'ai bien compris, ce que veulent les Russes, c'est que l'on garantisse une marge de sécurité autour d'eux. Que diraient les États-Unis si les Russes avaient installé des quantités de matériel militaire au Mexique, le long de la frontière du Rio Grande? On l'a vu d'ailleurs, c'était en 1962 avec la crise des missiles à Cuba, et on a vu comment Kennedy avait haussé le ton, et d'ailleurs Charles de Gaulle, qui militait toujours pour l'indépendance de la France, avait su prendre le parti des États-Unis. Il faut donc que la France redevienne une puissance d'équilibre entre les nations et une puissance de paix. On ne peut pas être à la fois dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne est assujettie à l'OTAN pour sa politique étrangère de sécurité et de défense, et en même temps vouloir jouer les bons offices. Alors voilà pour vos convictions, votre programme. On vous retrouve tous les 5 ans, depuis 2012. Que faites-vous entre les élections, François Asselineau? Qui êtes-vous? Je charge Frédéric Delpech de dresser votre portrait, vous y répondrez après. Alors rapidement, effectivement, vous l'avez dit il y a un instant, vous avez passé par les cabinets ministériels, vous avez une formation assez classique, vous êtes énarque, haut fonctionnaire, et puis vous avez en 1999 rejoint Charles Pasqua dans son parti, le RPF. Ensuite, on vous a retrouvé sur une liste de Jean Tibéry en 2001 à Paris, dans un arrondissement, et puis après, vous avez adhéré à l'UMP pendant 2 ans, me semble-t-il, que vous avez quitté pour fonder votre parti en 2007, l'UPR, l'Union populaire républicaine, avec une première tentative de candidature à la présidentielle, mais qui n'a pas abouti à cause des parrainages en 2012. Et puis, en 2017, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Les Français se rappellent effectivement de la sortie du Brexit, du Frexit que vous défendiez à l'époque. Et puis, ils se rappellent aussi de vos discours fleuves. Lorsque vous avez présenté votre programme en 2017, 3h20, vous êtes intervenu. C'était, pour les journalistes qui vous écoutaient, assez long et assez complet. Et puis, on se souvient aussi quand même de votre sens de la formule. Vous avez une certaine facilité à l'oral. Écoutez, par exemple, comment vous présentiez. Je suis un peu comme un médecin de famille, si vous voulez, qui vient dire voilà, des choses qui ne sont pas très agréables, un diagnostic médical qui n'est pas très agréable. Donc moi, je fais le bon diagnostic et je donne ensuite les médicaments pour s'en sortir. Alors, le bon diagnostic peut-être, mais on a un peu plus de mal à vous définir politiquement. Certains disent que vous êtes de droite, d'autres de l'ultra-droite. Vous-même vous présentez comme gaulliste, mais farouchement anti-Le Pen. Vous le répétez souvent, vous êtes contre le Rassemblement national. Et puis, d'autres disent carrément que vous êtes un conspirationniste anti-américain parce que vous avez dit que l'Union européenne avait été faite sur ordre, en gros, des États-Unis. On vous a même laissé entendre que Jean Monnet, un des artisans de l'Europe, aurait pu être un agent de la CIA. Bref, ma question est toute simple. Où est-ce qu'on peut vous poser sur l'échiquier politique? Est-ce que vous êtes plus proche de Nicolas Dupont-Aignan, de Florian Philippot ou même d'Éric Zemmour, la révélation de cette campagne présidentielle? Alors la révélation de cette campagne présidentielle qui a bénéficié au cours des 4 derniers mois de 2021 de 14% du temps de parole, quand moi j'ai eu 0,002%. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Voilà, vous avez la gentillesse de m'inviter, mais vous m'avez posé une petite pique quand même quand vous dites qu'est-ce que je fais pendant les 5 ans. C'était pas une pique, c'était de la curiosité. Pendant les 5 ans, figurez-vous que je conduis mon mouvement politique. Nous avons un très grand succès sur Internet. Notre site upr.fr compte maintenant de très nombreux abonnés. Notre chaîne de télévision UPR TV sur YouTube a plus de 220 000 abonnés. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé les 1 500 000, les 2 millions et même les 2 800 000 vues. Au même moment, je ne suis pas invité sur les grands médias. C'est là qui est le problème. Au moment de l'élection présidentielle, des élections européennes, j'avais eu droit. Nous avons fait 1,2%, ça n'est pas énorme,
Mais sur TF1, qui est une maison que vous connaissez, d'après les données du CSA, j'ai eu droit à 8 secondes. Alors pour ne présenter... refaisons pas, si vous le voulez Non, mais bien. attendez, On peut entrer dans le décompte. c'est important quand même. Essayons de parler. C'est quand même Oui, important. c'est très important, mais vous êtes là justement pour décliner votre parcours. D'accord, mais attendez. Pour nous parler attendez. aussi, si vous le voulez bien, François Asselineau, de politique, et puis... Attendez, mais je réponds aux questions, parce qu'on me dit... Qu'est-ce que vous faites nous parler du temps de parole. On vous pose une question et vous nous parlez du temps de parole. Qu'est-ce que vous faites tous les 5 ans? Nous existons et nous défendons... Comment vous définir politiquement? Alors, comment nous définir politiquement? Le ministère de l'Intérieur a un bureau qui est fait pour ça. Il nous a classés en divers, c'est-à-dire classables ni à droite ni à gauche. Vous savez que notre ligne de conduite, c'est le programme du Conseil national de la résistance de 43-44. Et d'ailleurs, nous avons, parmi nos adhérents, des adhérents qui viennent d'un petit peu partout, notamment des anciens gaullistes, des anciens du RPR, mais aussi des anciens communistes du Parti communiste français, et puis tous les Français qui sont soucieux de retrouver ce qu'est la France, avec ses grands services publics, avec... un autre Occident, comme je dirais. Est quand même plutôt à droite, le vôtre parcours, personnel. écoutez, je ne sais pas si le fait d'avoir été au gouvernement Balladur est une marque de droite. Mais si le gouvernement, mais si le gouvernement Balladur était un gouvernement de droite, alors le gouvernement actuel est un gouvernement extrême droite. On a quand même un gouvernement qui actuellement tape sur les libertés publiques, détruit tous les acquis sociaux, est en train d'enfermer les Français dans les libertés publiques avec des menaces qui sont de plus en plus constantes. On le voit sur ses nominations au Conseil constitutionnel. On est en train de se transformer en république bananière. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Nous, on propose le programme du CNR et on a vraiment des Français qui viennent de tous les horizons, y compris, ce qui frappe beaucoup les observateurs, beaucoup de Français d'origine étrangère. Et pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans l'idée d'une France qui a de l'avenir. Il y a une vie après l'Union européenne. Regardez le drapeau bleu-blanc-rouge. Au moment des Jeux Olympiques ou au moment de la Coupe du Monde de football, d'un seul coup, vous avez un pays entier qui se retrouve derrière le plaisir d'être une puissance en avant. Il nous reste une petite minute avec vous. Parmi vos propositions, il y a celui de consulter davantage les Français via des référendums. Vous, Président, quelle est la première question que vous leur posez? Alors, la première chose que je ferais de toute façon, la toute première chose, c'est, si ça existe encore, c'est la suppression de tous les contrôles sanitaires. Passeport sanitaire, passeport vaccinal. Vous avez vu d'ailleurs que dans tous les pays du monde, ils sont en train d'être supprimés. Et je prendrai avec eux un projet, une garantie, c'est que nous lutterons pour le maintien des libertés publiques. Par exemple, l'interdiction du puçage des êtres humains, comme c'est actuellement expérimenté en Suède, avec des QR codes qui seraient inclus. On a un véritable problème sur les libertés publiques. C'est, je pense, et la deuxième chose, c'est une réforme constitutionnelle où j'introduirais effectivement le référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets. Et je pense qu'il est maintenant temps d'y arriver. Ça existe en Suisse, ça existe en Californie. Il faut que ça existe également en France. Merci beaucoup, François Asselineau.